Chapitre 3. Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Résurgence du modèle de l'exception. Être peintre à Paris au XXe siècle est encore pour une femme une aventure sociale périlleuse, car l'histoire du monde reste au masculin, comme le langage, comme l'art, comme la culture. Il m'a fallu de longues années de solitude, retrouver la réalité de mes propres exigences féminines, qui ne sont jamais revendiquées par les créatrices d'elles-mêmes, m'affirmer qu'il y a une bilatéralité de la création. Charlotte Calmis, Journal de peintre, 1975. Comment peut-on être femme et grand sculpteur? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'abstraction s'impose unanimement dans l'art comme forme vide capable d'accueillir le libre jaillissement de la vie, pourrait-on dire. Car après la guerre, les destructions massives, l'occupation allemande, la terreur nazie, les camps, les artistes ont envie de vivre et de s'exprimer librement sans s'encombrer des institutions. Ils ont besoin de galeries pour montrer leur travail et de critiques pour le discuter et le mettre en valeur. Le premier salon des réalités nouvelles ouvre ses portes durant l'été 1946. Fondé par Fredo Sides, il est présidé par André Farcy, conservateur au musée de Grenoble, et qui va constituer une collection d'art contemporain remarquable, comprenant, remarquons-le, un nombre non négligeable d'œuvres de femmes. Nelly van Doesburg est secrétaire, assistée de Marie Cutoli, Jean-Louis Barrault et Paul Viard. Sur les 89 artistes qui exposent au Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris, on dénombre 13 femmes, dont Paul Vézelay, Suzanne Duchamp, Nicolas Warb, Christine Boumister, Sonia Delaunay, Jeanne Kosnick-Kloss, Marie Raymond, Sophie Tauber-Harpe, ce qui fait 14%, chiffre très supérieur aux expositions organisées par l'État. Encore peu reconnu, l'art abstrait, concret, constructiviste et non figuratif s'est largement ouvert aux femmes. C'est l'émergence d'un art totalement dégagé de la vision directe de la nature. Ce sont des réalités nouvelles, puisqu'elles sont autant qu'il est possible, en dehors et à côté des aspects du monde, affirment les organisateurs. Si l'abstraction sort de la marginalité en ayant son salon, les courants ne sont pas encore clairement déterminés, comme ils le seront plus tard. Des artistes abstraites aussi diverses que Huguette Bertrand, Françoise Gillot, Geneviève Haas, Charlotte Calmis, Geneviève McCormick ont pu débuter ensemble au salon des moins de 30 ans, organisé par Madame Bianchini-Ferrier entre 1941 et 1948. Le débat sur l'abstraction occupe une grande partie de la scène artistique. Il est animé par des critiques associés à des galeries comme Michel Ragon et la galerie Arnaud, Charles Estienne et la galerie Kléber, qui lance le tachisme, branche de l'abstraction lyrique. Pour exister, les femmes doivent se retrouver dans les courants dominants où les hommes donnent le ton. Du côté de l'abstraction géométrique se situent Verena Lauensburg, Geneviève Haas, A.E. Bergman, Vera Molnar, et du côté de l'abstraction lyrique, Elvire Yann, Karskaya, Charlotte Calmis, Marcel Lubchansky, Christine Bussbister. D'autres, comme Maria Elena Vieira da Silva, Vera Pagava, Judith Reigl ou la sculptrice argentine Penalba, creusent leur propre sillon tout en restant dans l'abstraction. On remarquera que l'École de Paris rassemble toujours autant d'artistes venus d'Europe centrale, mais aussi d'Égypte, d'Amérique du Sud, du Portugal et même des États-Unis, comme Johann Mitchell et Shirley Jaffre. Farel Nissa, né à Istanbul en 1901, Baya, né en Algérie en 1931, et Chaibia, né au Maroc en 1929, participeront à plusieurs expositions importantes à Paris dans les années 60-70. Il y a des exceptions françaises, bien sûr, comme Germaine Richier, Geneviève Haas et Niki de Saint-Phal. Mais Aurélie Nemours ne commence à être connue qu'à partir des années 70-80. Germaine Richier ne sera véritablement reconnue qu'après sa mort, en 1959. Le fait d'être française n'a aucune influence sur leur notoriété. C'est dur pour tout le monde, et surtout pour les femmes, car si tous les artistes semblent avoir leur chance en sentant partie prenante de renouveau artistique, le climat misogyne qui s'est insidieusement réintroduit après la Libération a comme effacé les conquêtes de l'entre-deux-guerres. Simone de Beauvoir a beau dénoncer le mythe de la féminité dans le deuxième sexe, il est largement incrusté dans les esprits, surtout dans le domaine de la création artistique qui se conjugue plus que jamais au masculin. Dans le Figaro du 7 avril 1956, on peut lire cette manchette.
Comment Germaine Richier a prouvé à son père et au monde qu'elle pouvait être femme et grand sculpteur, comme si les deux s'excluaient. En fait, cela résume assez bien les problèmes posés par l'accès des femmes à un statut professionnel égalitaire. Prouver au père, et non à la mère, qu'une femme peut être aussi douée qu'un homme. Autrement dit, effacer le féminin, faire comme si l'expérience des femmes n'avait pas de valeur. Leur imaginaire n'intéressait pas la société et ne pouvait constituer un réservoir d'énergie pour créer. La question n'est donc plus de prendre sa place dans la cité, maintenant que les femmes sont devenues des citoyennes à part entière, avec l'obtention du droit de vote en 1944, mais de savoir si la féminité n'est pas une entrave à une création digne de ce nom. Il faut dire que le climat idéologique n'est guère favorable au libre développement de la création des femmes. Marie Laurencin est devenue la grande référence de la peinture féminine, avec Colette pour la littérature et Marguerite Moreno pour le théâtre. Et Marie Laurencin ne risque pas de menacer la suprématie virile quand, dans une interview de 1952 de la revue Art, elle déclare « Si je me sens si loin des peintres, c'est parce qu'ils sont des hommes, et que les hommes m'apparaissent comme des problèmes difficiles à résoudre. Leur discussion, leur recherche, leur génie m'a toujours étonnée, et sans eux, rien n'existerait. Vivre dans leur ombre est possible lorsqu'on n'a pas l'intention de les imiter. Mais si le génie de l'homme m'intimide, je me sens parfaitement à l'aise avec tout ce qui est féminin. » Les choses bougent cependant dans les années 60. La contestation montante trouve des alliés chez des jeunes hommes proches des femmes. En 1965, François Pluchart s'interroge dans Combat. Sont-ce vraiment les hommes qui font la peinture féminine? L'article commence sur le constat étonné qu'un dessin de Suzanne Valadon de format 33 par 42 cm s'est vendu 25 000 francs à l'hôtel Drouot, presque aussi cher qu'un dessin de Degas, entre 5 et 10 fois plus que des dessins de Géricault et Delacroix. La presse s'étonnera régulièrement de ce fait. Même en 2004, où le journal Le Monde titre un article de Roxana Azimi sur l'augmentation de la cote des femmes sur le marché de l'art. Les femmes sont désormais affranchies. 15 et 16 février. Affranchies de qui? Et de quoi? De la domination masculine? L'échantillon des artistes interrogés est très large. Il y a Vira da Silva, bien sûr, mais aussi Léonore Fini, Anna Eva Bergman, femme de Hartung, Sonia Delaunay, veuve de Robert Delaunay, Nathalie Dumitrescu, elle aussi mariée à un peintre, André Paulier, Marcel Ferron. Le journaliste dénonce l'attitude hostile envers les femmes. Marcel Ferron raconte: Mon mari sentait que je lui échappais dans ma peinture. Une fois, il a enfoncé toutes mes toiles à coups de marteau. Jacqueline Pavlovski déplore que les galeries hésitent à signer avec nous un contrat. La réponse est éternellement la même. Il n'y a jamais eu de femme peintre. Puis l'inévitable question du masculin et du féminin survient, car si c'est une qualité pour un homme d'exprimer sa part féminine, cela devient un véritable handicap pour une femme. Vira da Silva reconnaît de la délicatesse féminine à Cézanne pour lui dire « La femme n'a rien à faire dans ce domaine-là ». Léonard Fini n'est pas d'accord, évidemment. Ce qui m'intéresse lorsqu'une femme peint, c'est qu'elle exprime un univers féminin. Entre un homme et une femme, ce n'est pas le talent qui est différent, c'est l'intériorité. C'est psychiquement qu'il y a des différences. De fait, les motivations psychiques sont peut-être différentes. Encore ne faudrait-il pas les écraser sous des logiques de carrière qui ne font que renforcer l'hégémonie masculine. Des logiques de conquête du marché qui renforcent l'hégémonie masculine. Elle se met en place, après la guerre, s'appuie sur l'association Galeries Critiques pour conquérir de nouveaux marchés. L'exemple le plus éloquent de cette logique se rencontre avec les nouveaux réalistes, rassemblés par le critique Pierre Restany, qui formule les grandes idées et réussira à les imposer sur le marché américain. L'autre face de l'art, c'est celle de son expansion radicale hors des frontières traditionnelles entre les genres, écrit Pierre Restany en 1979. Le refus de l'orthodoxie des méthodes, des techniques et des matériaux, le recours sans complexe aux nouvelles technologies et aux masses médias, l'éclatement de tous les langages établis et leur restauration en percutantes formules de synthèse. On pourrait dire la même chose du travail des femmes, dont on verra le génie à exploiter de nouveaux matériaux. Curieusement, une seule femme fait partie du courant des nouveaux réalistes. C'est Niki de Saint-Phal, liée à Tinguely, et intégrée par son intermédiaire, alors que son travail est d'inspiration féministe, comme le prouve son exposition intitulée Les nanas au pouvoir, qui eut lieu au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1967. D'autres courants, comme Support Surface, n'admettront aucune femme. Eh ben, où sont-elles alors? Ailleurs.
partout, et surtout dans le refus de l'embrigadement dans les groupes ou un quelconque ghetto. C'est là probablement que se situe une de leurs grandes singularités, la démarche individuelle dans le désir d'explorer librement leurs intuitions. D'où une certaine absence des lieux où se décident les carrières internationales qui sera encore plus évidente dans les années 1980 lorsque la logique d'institutionnalisation des artistes se mettra en place sous l'impulsion de la gauche au pouvoir. L'audace paie néanmoins, mais à long terme et à condition de vivre longtemps. C'est ainsi que Sonia Delaunay va pouvoir récolter les fruits de son travail à partir des années 60, quand elle s'autorisera à se mettre en avant après avoir fait reconnaître l'œuvre de son mari mort pendant la guerre. Le Musée d'art moderne de Paris organise une rétrospective de son œuvre en 1967 avec 200 œuvres en remerciement de la donation qu'elle lui a faite 3 ans auparavant de 49 œuvres de Robert et 58 d'elle-même. Cette donation comblait une lacune considérable dans les collections nationales. Bientôt, la reconnaissance politique se développe, faisant de Sonia Delaunay une sorte d'ambassadrice de l'art moderne français. Le président Pompidou offre à Nixon une toile de Sonia Delaunay lors de son voyage aux États-Unis en 1970. 5 ans plus tard, c'est elle qui est choisie pour réaliser l'affiche de l'Année internationale de la femme pour l'UNESCO. Elle est nommée officier de la Légion d'honneur. Après sa mort en 1979, c'est Maria Helena Vieira da Silva qui est considérée comme la grande artiste femme du dernier quart du XXe siècle. Fait très rare, une rétrospective de son œuvre aura lieu de son vivant aux Galeries nationales du Grand Palais en 1988. Une nouvelle génération sans femmes. Mais dans l'ensemble, la situation est très dure pour les femmes. Il suffit de se reporter à l'exposition 72 12 ans d'art contemporain en France, dite exposition Pompidou, pour s'en convaincre. 2 femmes sur 72 artistes ont été retenues par l'équipe des conservateurs dirigée par François Maté. Niki de Saint-Phal et l'américaine Sheila Hicks, née en 1934, qui fut découverte dans les années 60 en Europe lors des biennales de la tapisserie de Lausanne. C'est un terrible déni de la création des femmes de l'après-guerre. On remarquera que les artistes hommes n'ont pas réagi alors que mai 1968 était encore tout vivant dans les cœurs. Mais ce qui est peut-être encore plus alarmant, c'est que les femmes non plus n'ont pas réagi, montrant à quel point elles avaient intériorisé leur mise à l'écart d'un milieu artistique qui ne leur permettait même pas d'avoir conscience d'être victimes de discrimination sexuelle. Le bilan, dressé la même année par Jean Clair dans Art en France, une nouvelle génération, ne fait qu'éclairer cette inconscience générale. Sur 54 artistes retenus pour appartenir à la même génération sortie des Beaux-Arts au début des années 60, on ne trouve que 2 femmes. Gina Payne, initiatrice de l'art corporel en France, et Anne Poirier, qui travaille avec son mari, Patrick. La nouvelle génération qui compte est celle qui a été formée aux Beaux-Arts de Paris, disqualifiant du coup les générations précédentes qui ont surtout été formées dans les académies de Montparnasse. Quand 2 femmes seulement sortent du lot d'une formation étatique égalitaire, on peut s'interroger sur les principes d'égalité et de mixité inscrits dans la loi de la République. Comment peuvent-elles être effacées à ce point? Sont-elles moins douées que les hommes? Pourquoi les femmes sont-elles mises en demeure de prouver qu'elles sont aussi douées que les hommes? Pourquoi le MLF a-t-il fait un tel choc dans la société des années 70? Pourquoi si peu d'artistes nés dans les années 20 et 30 ont-elles participé à la rébellion collective? La nouvelle tapisserie et la libération de l'imaginaire féminin. Pendant que la France jouit encore d'une excellente réputation artistique, que les États-Unis découvrent l'abstraction avec l'action painting et le constructivisme abstrait, une révolution se prépare dans la tapisserie qui sera l'œuvre essentielle des femmes. On sait que l'apport des femmes à l'art s'est toujours fait dans les marges, soit en éclaireuse comme aux origines de l'abstraction, soit sur les côtés comme dans l'art décoratif avec Charlotte Perriand et Eileen Gray ou la photographie. Dans les années 60, c'est par la tapisserie que se libère l'imaginaire féminin. À la première biennale de la tapisserie de Lausanne en 1962, la contribution des femmes est tellement décisive qu'on parle d'une révolution. La polonaise Magdalena Abakanowicz a réalisé le chef-d'œuvre de l'exposition. Par l'œuvre exemplaire et profondément originale de Magdalena Abakanowicz, la tapisserie a quitté le domaine de l'artisanat et de la décoration murale pour atteindre au plus haut rang artistique, écrit André Kuenzi dans son livre sur la nouvelle tapisserie. Avec Jolanta Odiwska,
Ada Kierkowska et Anna Sledziewska, l'école polonaise peut être regardée comme l'initiatrice de ce mouvement grâce à Eleonora Plutinska, qui a étudié chez les paysans l'art du tissage et notamment la technique de la double chaîne permettant de fabriquer des tissus doubles réversibles de 2 couleurs réalisés avec des colorants végétaux. Ces élèves utilisent les matériaux les plus divers, soit naturels ou artificiels, ficelles, osier, chaînes métalliques, lin, générant des effets de facture remarquables. Conciliant la tradition et l'innovation, la tapisserie va connaître un développement remarquable dont la Biennale internationale de Lausanne se fait l'écho en révélant des artistes venus d'Europe et d'Amérique, comme la Yougoslave Jagoda Buick, l'Espagnole Aurelia Muñoz et l'Américaine Sheila Hicks. Mais c'est incontestablement Magdalena Abakanowicz qui en est le génie inspirateur par son audace et son extraordinaire imagination. Encore inconnue lors de sa première participation à la Biennale de Lausanne, elle a 32 ans, elle va développer ses intuitions au fil des œuvres. Non seulement elle révolutionne la tradition du tissage, mais elle accède à des formes non rigides, en relief, flottant librement dans l'espace, formes suspendues de plus en plus grandes, creusées, jouant avec le vide et le plein jusqu'à devenir une sorte de forêt, comme dans le relief d'environnement créé en 1971 pour le palais de la province du Nord-Brabant à 's-Hertogenbosch, en Hollande, qui mesure 20 mètres de long sur 8 mètres de haut et 2 mètres d'avancement. Il faut entrer dans ces grottes mystérieuses où se déroulent les fabuleux ballets de l'ombre et de la lumière, de la vie et de la mort, écrit Kuenzi. Et l'artiste déclare elle-même: Je n'aime ni les règles ni les ordres, ces ennemis de l'imagination. J'ai été de plus en plus attirée par tout ce que l'on peut faire en tissant. Je voulais savoir comment naissent les reliefs de la surface, comment se mettent en place les traces mobiles du crin, et finalement, comment cette surface construite peut croître et éclater en laissant entrevoir par les fissures des profondeurs mystérieuses. Magdalena Abakanowicz a aussi réalisé la série des abakans, et on peut dire qu'elle initie tout un courant autour du textile qui prendra le nom de soft art aux États-Unis. Sur 150 artistes dénombrés par l'historienne d'art Donna Z. Melak, on trouve une centaine de femmes. C'est dire l'importance de ce matériau, dont les femmes s'emparent, parce qu'il s'inscrit dans une tradition féminine qui remonte au Moyen Âge, et pour des raisons symboliques. Sa souplesse, sa non-rigidité, permettant l'utilisation de matériaux naturels, ouvre de nombreuses possibilités. Comme l'écrit Aline Dallier, sur le plan symbolique, le soft art, c'est la main et l'esprit, l'ancien et le nouveau, la tradition et la révolution, c'est-à-dire la révolution qui amènerait une restructuration des comportements féminins. Dans un article d'Opus International de 1983, le numéro 88, elle énumère son développement foisonnant. Cela a été d'abord la nouvelle tapisserie hors métier et à 3 dimensions, Sheila Hicks, puis le tableau texture, Pierrette Bloch, le tableau linge, Daniel Blancheland, la broderie peinture, Malvia Maglione, la broderie écriture et fresque, Jeanne Gattard, le tricot spatial, Karen Hansen, la dentelle sculptée, Marie-Rose Lorté, les accumulations textiles, Ginette Monod, les installations souples et monumentales, et l'art du vêtement avec Veuve Angine et Aline Ribière. Citons aussi Guidette Carbonel, la poétesse surréaliste Gisèle Prassinos qui réalise des tentures murales à partir de 1968. Cet attrait pour ce médium ne s'est pas arrêté aux années 70. 30 ans plus tard, Elisabeth Ballet intègre la dentelle au tissu urbain lors d'un projet de réaménagement urbain de la place du Pot d'Étain à Pont-Audemer en Normandie. Réalisée en pavé traditionnel noir et blanc, l'œuvre évoque des dessins floraux très réussis. Dans les années 90, l'artiste d'origine égyptienne Ghada Amer reprend le flambeau en brodant des portraits de mariés ou des images à connotation érotique sur des toiles et des robes. Cette fois-ci, ce travail féminin est beaucoup mieux reçu parce que Ghada Amer subvertit l'idéologie islamiste dans une dialectique masculin-féminin qui se déplace sur l'opposition Orient-Occident. Maintenant, il n'est plus dévalorisant de broder, sauf si cela émane d'un engagement féministe, comme l'explique Béatrice Ramad dans un article de L'Œil. Ghada Amer évite aussi l'écueil de l'engagement féministe. Certes, la femme est au cœur d'une démarche artistique conduite par une femme, mais encore une fois sans slogan, sans procès, libre au spectateur de projeter ses propres intérêts.
Voilà qui s'appelle respecter la liberté. D'autres artistes d'origine orientale se sont saisis du vêtement pour protester contre l'enfermement des femmes dans le tchador. Majida Khatari a réalisé un défilé de robes allant de la gangue oppressante et protectrice aux atours sacralisés de la Vierge sublime. J'ai décliné ces vêtements sur plusieurs modes, du tragique à la dérision, de l'interdit au désir, et je propose une présentation sous forme de défilé pour mettre en évidence ce quotidien dramatique. La sculpture, conquête des femmes du XXe siècle. Les années 60 sont aussi le début des jardins et parcs de sculpture, comme celui du musée Kröller-Müller en Hollande, où Marta Pan réalise pour son inauguration en 1961 la première sculpture flottante en polyester sur un étang dont elle a également conçu l'espace. Marta Pan réalisera de nombreuses sculptures pour espaces publics à Kobe, Riyad, New York pour Central Park, Duisburg et bien entendu en France. Avec Niki de Saint-Phal, elle est certainement l'une des plus inventives dans ce domaine, quoique de manière fort différente puisqu'elle fait appel au silence, à l'imaginaire et à l'alliance de l'eau et de la verticalité. À propos de son patio fontaine, situé au 26 avenue des Champs-Élysées à Paris, 1982, dont le mur d'eau de 400 mètres carrés est réalisé en granit bleu du Labrador, avec le patio en granit blanc, elle écrit « Je voulais créer un ailleurs, un petit monde serein, en rupture avec celui qui l'entoure, une enclave de paix et de silence. Le bruit de l'eau fait partie de ce silence qu'il rythme. » Marta Pan travaille avec son mari, l'architecte André Wogensky, et J. Dubuisson, ce qui lui permet de réaliser des pièces en osmose avec l'environnement. Très connue au Japon, elle a reçu le prix impérial décerné par l'Association japonaise des arts. La sculpture est d'ailleurs la grande conquête des femmes du XXe siècle. Après Camille Claudel, plus d'une trentaine de femmes peuvent être citées pour leur apport décisif. L'empreinte des femmes commence à s'exercer à la fin du XIXe siècle quand Camille Claudel réalise, avec Shakuntala en 1888, le premier couple nu modelé par une femme. L'année suivante, l'État commande la valse, à condition d'habiller les personnages, car le rapprochement des sexes est rendu avec une surprenante sensualité d'expression qui exagère considérablement la nudité absolue de tous les détails humains. Malgré un nouveau projet, la commande sera annulée. Nous avons vu l'importance du travail de Jeanne Poupelet sur le corps féminin et la sculpture animalière. Plus classique que Camille Claudel et moins influencée par Rodin dans son approche du corps, elle fait néanmoins le lien entre elle et les artistes art déco des années 20, comme la grande Shana Orloff, 1888-1968, qui réalise dès 1915 une Amazone, femme assise sur un cheval aux lignes pures et lisses, annonçant la libération des mœurs des années 20. Remarquons toutefois la plus grande force symbolique de l'Amazone, qui s'oppose à la garçonne en ce qu'elle dispose d'un territoire propre sur lequel elle règne. Longtemps considérée comme un mythe, nous savons aujourd'hui que les Amazones ont réellement vécu sur les rives du Don. Elles sont donc un idéal identitaire féminin beaucoup plus fécond que la garçonne, qui s'aligne bêtement sur le modèle masculin. Nathalie Clifford-Barney incarnera cet idéal de liberté en adoptant le nom d'Amazone et en faisant de son salon de la rue Jacob à Paris le lieu de rencontre d'une élite féminine qui comprend aussi bien Shana Orloff, Renée Vivien, Marie Laurencin, Isadora Duncan, Lucie de la rue Mardru, Romaine Brooks que Rémy de Gourmont, Rilke et Apollinaire. En 1928, la Russe Alexandra Exter, 1882-1949, réalise les premières sculptures lumineuses pour l'appartement berlinois de son amie, la danseuse Elsa Krüger. Elle est l'exemple type de l'artiste d'avant-garde oublié par l'histoire de l'art au masculin. En 1931, l'anglaise Barbara Hepworth, 1903-1975, est la première à percer un bloc de marbre. Elle réalise des sculptures abstraites aux grandes tensions spatiales. Représentant son pays à la Biennale de Venise en 1950, sa sculpture en bronze Single Form, Memorial to Dag Hammarskjöld, 1962-1963, orne la place des Nations Unies à New York. En 1947, Germaine Richier, 1904-1959, travaille le corps au bord de l'implosion avec ses sculptures en bronze L'Orage, puis L'Ouragan, femme aux doigts longs tétanisée de foudre et de fusion, message d'espoir après Hiroshima. Au Japon, des femmes participent au premier courant d'avant-garde, le groupe Gutai. Tanaka Atsuko, 1932, réalise à Tokyo une robe électrique, 1956, qui la recouvre de la tête aux pieds comme une armure de lumière.
Aux États-Unis, Louise Nevelson, 1900-1988, réalise Sky Cathedral, 1958, assemblage de pièces de bois en une architecture de l'ombre et de la lumière. J'ai été forcée de me tourner vers moi-même, dira-t-elle dans un livre d'entretien, publié aux éditions des Femmes. La Polonaise Magdalena Abakanowicz, 1930, révolutionne la tapisserie à la première biennale de la tapisserie de Lausanne en 1962. La Japonaise Kusama Kayoi, 1929, réalise Narcissus Garden, qui sera présenté en off à la Biennale de Venise de 1966. Elle a installé des centaines de boules de Noël argentées, donnant l'illusion d'un miroir flottant. L'année suivante, elle organise à New York des happenings contre la guerre du Vietnam et des performances sur le pont de Brooklyn, Kusama Self-Obliteration, montrant un couple de femmes nues qui s'embrassent. En 1967, Niki Tsinfal, 1930-2002, réalise la On, elle en suédois, Nana couchée, sculpture gigantesque de 23 mètres, dans le cadre de son exposition Le pouvoir aux nanas au Musée d'art moderne de Stockholm. Date importante. Niki Tsinfal est une des premières artistes à mettre les icônes de la condition féminine au cœur d'une exposition insolente et tendre. L'année suivante aux États-Unis, Louise Bourgeois, 1911, réalise Fillette, en latex. Ce n'est pas un phallus, la pièce s'intitule Fillette. Fillette, c'est une petite fille. Si on voulait se laisser aller à l'interprétation, on pourrait dire que j'avais apporté une petite Louise. L'Allemande Eva S., 1936-1970, émigrée avec sa famille aux États-Unis où elle meurt en 1970, est la première à employer des fibres synthétiques pour des œuvres organiques. Elle crée Seven Poles en 1970, 7 éléments en fil et aluminium recouverts de polyéthylène et fibres de verre. Elle joue sur les tensions verticales et horizontales. Paris, Musée national d'art moderne. Une autre Allemande, Rebecca Horn, 1944, réalise à Cologne ses premières performances filmées. Comment déployer son corps en éventail, 1970. Une nouvelle génération d'artistes, marquée par la révolte des femmes, va effectivement déployer ses ailes pour un nouvel essor. L'art doit être dangereux, dit-elle dans un film de Heinz-Peter Schwetzwerl en 1993. C'est de l'énergie à l'état pur, de l'érotisme, du masculin et du féminin. En 1976, la paisible Martha Pan, 1923, réalise ses sculptures flottantes. L'eau est l'élément commun entre les hommes, dit-elle. Elle met en valeur la sculpture et ne la domine pas. Du côté d'un dialogue avec la nature, ou de ce qu'on appelle désormais aux États-Unis le land art, Nancy Holt, 1938, réalise Dark Star Park, 1979-1984, aménagement d'un parc de 3000 m² à Rosslyn en Virginie, aux États-Unis. D'énormes sphères de 2,4 mètres et de 2 mètres de diamètre en béton tiennent en équilibre au bord d'un bassin. Puis, en 1985, Beverly Pepper, 1924, réalise Dunes de sable, installation land art de 30 mètres de long, avec du millard plaqué sur bois au bord de la mer en Floride. En 1986-1987, la sculpture en marbre de l'artiste jordanienne Mona Saoudi, 1945, Géométrie de l'esprit, est installée sur l'esplanade de l'Institut du monde arabe à Paris. Puis, Liliane Xuka, 1935, réalise une installation végétale, Martha's Vineyard, en 1995. Sans oublier Alicia Penalba, qui réalise des sculptures monumentales, 1963, pour l'école des hautes études économiques de Saint-Gall en Suisse, et Jenny Holzer, Tania Moureau, Alison Wilding, Lydie Harrick, Annette Messager, Ange et Damnation. Les frontières entre les genres disparaissent au profit des installations multiformes à l'imagination libérée. Citons aussi l'installation Les Folles d'Enfer, 2004, de Maki Xenakis à la chapelle Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans une interview de Jacques-Victor Giraud, elle explique pourquoi le lieu lui a en quelque sorte soufflé ce devoir de mémoire. Quand j'ai été invitée à exposer mes sculptures à la Salpêtrière et que j'ai découvert l'histoire terrible de ces milliers de femmes enfermées là depuis Louis XIV, j'ai voulu les faire sortir de l'oubli, à la fois par l'écriture, Les Folles d'Enfer publiées chez Actes Sud, et par la réalisation de sculptures. Je suis parvenue à en faire 260. Elles se sont d'abord rassemblées au centre de l'église en septembre, la même où les prisonnières devaient assister à la messe pendant des siècles. Puis, un groupe s'est installé dans les jardins de l'hôpital. Pour moi, ces sculptures sont vivantes. Et je suis émue quand je découvre l'émotion qu'elles provoquent chez certaines personnes. Il s'établit une vraie communication. C'est magique.
L'exploration des matériaux nouveaux. Une des grandes contributions des femmes à l'art se situe précisément dans la recherche et l'utilisation de matériaux nouveaux, et cela bien avant la Seconde Guerre mondiale. Le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, 1913-1985, réalisé en 1936 dans le cadre de ses activités surréalistes à Paris. Dorothea Tanning réalisera des sculptures molles pour la chambre 202 Hôtel du Pavot, une installation de 1970 que l'on peut voir parfois au centre Georges Pompidou, au Musée national d'art moderne. Dans les années 60, Yolande Fièvre réalisa de splendides tableaux, à partir de galets, bois flottés et objets rejetés par la mer. La diversité est aussi une des caractéristiques de ses travaux, si bien qu'ils ne se rassemblent pas en courant d'avant-garde, comme le font très souvent les hommes. Plus tard, Annette Messager varie également ses matériaux, passant de la photo au moineau empaillé, draps brodés de proverbes misogynes, albums de collection, peluches, tissus accrochés au plafond. Evelyn Ortlieb travaille la bâche et le caoutchouc. L'anglaise Alison Wilding, le fil de fer. Mais c'est peut-être Louise Bourgeois qui est passée maîtresse dans la recherche de matériaux coïncidant avec son propos. Ce ne sont jamais les mêmes, et elle peut tout aussi bien travailler le marbre, le bronze, le verre que l'eau, la céramique, le grillage, les réservoirs de bois à New York, des objets, lits, bouteilles, filets, plâtres, chiffons, éponges, boutons de jartel des années 30, etc. Mais toute cette richesse de l'imaginaire serait peut-être passée inaperçue si dans les années 70, les jeunes artistes féministes américaines n'y avaient reconnu leur source créatrice. Car il ne suffit pas d'être doué. Il faut aussi trouver le contact avec le public, tâche ô combien ardue pour les femmes dans la mesure où l'argent et les institutions artistiques sont au service du pouvoir masculin. C'est ce pouvoir que la révolte de mai 68, suivie par celle des femmes en 1971, va ébranler dans l'explosion de la jeunesse contestataire, du pouvoir bourgeois et de l'autorité académique.